merci pour cette invitation et merci à cette audience que j'imagine nombreuse et éparpillée à travers les territoires. Donc c'est déjà un travail d'imagination de vous imaginer ici, là ou ailleurs. Et à m'écouter, en tout cas, c'est un honneur de vous avoir comme audience. Voilà, je lance juste ma petite présentation. Donc aujourd'hui, moi, je vous ai préparé une intervention où je me suis fait un malin plaisir à ne pas faire mentionner la biodynamie dans le titre. Je vais vous expliquer pourquoi. À travers toute la conférence, je me suis dit que, en arrivant un peu au bout de ce cycle, c'était le moment pour peut-être essayer de réintégrer la biodynamie dans un cadre social plus large, dans un ensemble de processus qui en fait traversent nos sociétés et dans laquelle l'engagement de vignerons, de vigneronnes, d'agriculteurs, d'agricultrices dans ces nouvelles approches que l'on peut qualifier de spirituelles, mais il y a plein d'autres qualificatifs à leur donner, en guillemets, rejoint d'autres tendances dans la société, ou en tout cas d'autres manières d'envisager la relation au non-humain, les enjeux écologiques, climatiques actuels, hein, des approches qu'on peut retrouver dans les théâtres, dans les universités, ou ailleurs, en tout cas de nouvelles sensibilités, de nouvelles manières de penser qui se déploient, euh, en tout cas en Europe de l'Ouest. Donc, le titre de ma conférence, c'est Par-delà nature et viticulture. Vous aurez peut-être compris la discrète allusion que je fais à Philippe Descola, et notamment à son ouvrage Par-delà nature et culture. Là, mon objectif, c'est justement de sortir peut-être de cet écrin de la viticulture pour essayer de réfléchir à ces nouvelles revendications euh, de conception holistique, sensible, et surtout de créativité, telles qu'on peut les trouver dans les vignobles, mais de manière un peu plus large. Je pense que c'est vraiment ces termes qui vont un peu sillonner mon intervention, hein, celui d'holisme, de culture sensible et de créativité, surtout de créativité, parce que en la matière, quand on suit des praticiens, des praticiennes à longueur de journée, on se rend compte justement des manières d'assembler différentes ressources, d'aller chercher des alternatives là où elles se trouvent et de les juxtaposer, pas forcément de les opposer. Donc peut-être avant de commencer et de vous expliquer déjà comment je suis venu à m'intéresser à ces sujets, je pense que c'est intéressant déjà de vous donner une sorte de grande image de la situation, en tout cas ce qui intéresse les sciences sociales des religions dans lesquelles je m'inscris. D'habitude, rien que pour ce slide, j'ai un semestre entier pour mes étudiants, donc je vais aller dans des formes un peu de rapidité et peut-être des fois un peu de blague pour essayer de vous faire comprendre les grandes tendances. Nous, ce qui nous intéresse dans les sciences sociales des religions, c'est au final de réfléchir à ce qui s'est passé ces 100 dernières années en Europe de l'Ouest, mais aussi aux États-Unis, et un peu partout ailleurs dans le monde, et notamment à partir d'un premier constat qui nous a beaucoup occupé, en tout cas les premières générations de sociologues des régions, qui à la base s'appelait surtout la sociologie pastorale, et qui partait déjà du constat que les différentes églises établies, hein, les églises protestantes, les églises catholiques, selon les pays et les régions dans lesquelles on se trouve, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, perdaient leur monopole et leur capacité à informer différents domaines de la société. Qu'on soit dans les soins, qu'on soit dans le politique, qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans énormément de domaines, les acteurs religieux, les théologiens, les pasteurs, les prêtres, etc., perdent leur autorité au profit d'alternatives scientifiques, rationnelles, séculières, et en même temps, ça s'accompagne d'une désaffiliation plutôt massive des fidèles. Hein, on voit une chute de fréquentation assez énorme, ce qui fait que ces traditions qui avant étaient majoritaires, numériquement parlant, deviennent minoritaires. Dans tous les cas, ces églises se transforment, s'adaptent aussi, elles intègrent de nouvelles problématiques. On peut imaginer, en tout cas envisager, par exemple, l'engagement de certaines églises plutôt libérales, progressistes, dont le mariage pour tous ou en tout cas la question de reconnaissance et de l'accueil des migrants. On peut aussi voir d'autres églises qui se referment sur elles-mêmes, sur les mêmes thématiques. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, et c'est un peu le grand processus, hein, c'est comment ces dimensions religieuses disparaissent progressivement, perdent leur monopole pour laisser la place à d'autres alternatives qui deviennent dominantes, pour le coup, rationnelles, scientifiques et
surtout religieusement neutre. En France, on appellerait ça de la laïcité, mais comme je suis suisse et qu'on est sur d'autres régimes politiques, on préfère utiliser le terme de sécularisation qui est plus englobant pour d'autres réalités du monde. Hein, quand je dis que, par exemple, les églises s'adaptent à leur contexte de modernité, on peut penser à ces églises évangéliques aux États-Unis qui font des méga churches, des sortes d'immenses centres commerciaux dans lesquels on fait des cérémonies religieuses à coups de guitare électrique et de louanges extrêmement enjouées, comme si on était un concert de Taylor Swift. Pourtant, on aurait pu se dire, et c'est ce que se disaient en tout cas les premiers sociologues des religions, ok, le religieux va disparaître de nos sociétés, c'est qu'une affaire de temps pour que, au final, tout devienne rationnel, scientifique, en tout cas non religieux, et puis, entre guillemets, la bonne affaire. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce que dès les années 60, et c'était déjà en route au début du XXe siècle, on a vu émerger tout un ensemble de mouvements de quête spirituelle qui ne se revendiquaient pas des églises religieuses établies, mais qui allaient chercher d'autres sources d'inspiration en Orient, dans les traditions ésotériques européennes, dans les traditions autochtones, et qui, sous couvert de nouvelles formes de religiosité, qu'on qualifie de spirituelles, revendiquaient de nouvelles expressions plus fluides, exotiques, ou en tout cas centrées sur l'intime, sur l'individu, sur ses ressentis. Et ces différentes formes, elles étaient, on va dire, assez confidentielles au début du XXe siècle, hein, ce qu'on appelle les mouvements de réforme de vie, la Lebensreform, à laquelle participe à sa manière notamment l'anthroposophie. Elle s'est démocratisée. Hein. Un des moments de démocratisation, c'est les années 60, c'est les mouvements hippies, c'est l'émergence de ce qu'on a pu qualifier de manière des fois un peu péjorative le New Age, ou en tout cas l'intérêt pour toute une nouvelle jeunesse un peu voyageuse, à l'instar des Beatles, pour des gourous indiens, en tout cas d'autres formes d'expression religieuse qui sortaient du carcan judéo-chrétien ou massivement chrétien. Et puis, voilà, on a vu émerger ces différents mouvements qui étaient assez, voilà, assez minoritaires, qui au final restaient anecdotiques avec toutes les craintes que ça peut susciter, hein, des discours un peu sécuritaires sur de potentielles dérives au sein de ces mouvements. Et depuis plus ou moins les années 80, 90, 80, excusez, on s'est rendu compte que ces nouvelles formes de religiosité, eh ben, des fois, elles se mélangeaient avec les cultures séculières, voire même des fois, elles sortaient de leur cadre purement religieux ou spirituel pour se mélanger à d'autres domaines de la société et surtout, non pas s'adresser uniquement à des classes sociales privilégiées, bourgeoises, aristocrates, mais également s'insérer dans d'autres milieux, un peu à l'instar de pratiques de méditation qui tout d'un coup s'insèrent dans les cultures d'entreprise et qui, d'une certaine manière, floutent un peu les cartes de est-ce que c'est du religieux, est-ce que c'est du spirituel, est-ce que c'est du séculier. Et ça, c'est un troisième mouvement qu'on appelle plutôt de popularisation, hein. C'est-à-dire que tout un ensemble d'objets qui ont des origines religieuses ou spirituelles, en tout cas qu'on peut qualifier en tant que telles, tout d'un coup se diffusent dans les cultures ludiques, dans les cultures militantes, et des fois deviennent même invisibles au radar journalistique ou scientifique, politique. Voilà, des fois, on se retrouve à pratiquer tout un ensemble de choses qui on identifie même plus vraiment comme étant de l'ordre du religieux. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu le grand topo, parce que je pense qu'il est intéressant pour comprendre aussi la trajectoire que connaît, en une centaine d'années, une technique agricole développée en sein de la Société anthroposophique universelle et qui progressivement va euh, déjà s'insérer dans différents types de cultures, différents milieux qui ne sont pas forcément anthroposophiques et qui vont d'une certaine manière se populariser, hein, c'est-à-dire devenir plus accessibles, mais aussi se fragmenter ou en tout cas être rejoué, repris, détourné dans de nouveaux univers de sens. Ça, c'est vraiment la grande image. Maintenant, je pense que c'est aussi intéressant juste un peu de vous expliquer quelle est ma posture en tant que chercheur en sciences sociales des religions et qu'est-ce que j'essaye de faire dans mon travail ou surtout ce que j'essaye de absolument pas faire. La première des choses, je pense que c'est un peu le rôle qu'on essaie d'avoir en tout cas avec nos collègues, c'est essayer de comprendre, de situer, d'expliquer et surtout de rendre compréhensible les différentes transformations de ce qu'on appelle le champ religieux contemporain. Donc, c'est-à-dire que les mouvements religieux, les églises, les mouvements spirituels, les différentes pratiques qu'on peut
découvrir aujourd'hui en se baladant dans les rues, les massages énergétiques et autres, ne sont pas isolés. Hein, déjà, ils sont dans un champ entre eux, ils sont en relation. Généralement, des acteurs qui se réclament du spirituel en dehors des églises sont quand même en lien avec les églises d'une manière ou d'une autre. Ils s'inspirent ou alors ils se critiquent, mais dans tous les cas, ils sont en contact, voire des fois ils collaborent ou ils travaillent ensemble à de mêmes objets. Hein, par exemple, on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand certaines églises décident ou certaines paroisses décident de s'engager dans l'écologie, euh, elles le font de manière un peu distinctive, hein, c'est-à-dire il y a certaines églises qui peuvent se permettre de faire de l'écologie et installer des panneaux solaires en forme de croix pour bien marquer la nature du bâtiment, par opposition à d'autres églises qui, elles, refusent tout engagement dans l'écologie. Donc on essaie vraiment de comprendre ces formes de relations, d'interaction entre ces différents acteurs et actrices du religieux et du spirituel pour comprendre justement les différentes transformations et dynamiques. Ce qui est aussi important, c'est que ce qu'on dit de ces situations-là, on les sort pas d'un chapeau, on n'est pas à la manière peut-être des philosophes, des théologiens, à réfléchir avec des idées, avec des concepts. Ce qui est important pour nous, c'est de centrer nos analyses, en tout cas ce qu'on peut dire d'une situation, sur des observations de terrain, hein, c'est-à-dire aller voir directement les personnes concernées. Ça, c'est ce qu'on appelle des approches qualitatives, ou alors qu'on a envie d'avoir une image d'ensemble un peu plus large, de travailler avec des données statistiques quantitatives et en fonction de ce qu'on cherche à découvrir, on va plutôt privilégier d'aller sur le terrain ou de travailler avec les grands ensembles. Hein, par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est de connaître euh, les adhésions religieuses d'une population donnée, hein, qui appartient à telle église ou à telle autre, vous allez faire plutôt du statistique quantitatif. Et puis si vous vous intéressez à des petits mouvements extrêmement dynamiques, comme les mouvements de néo-chamanisme ou de revivalisme de traditions païennes en Occident ou ailleurs, là, vous allez plutôt faire du travail ethnographique. Vous allez vivre avec les gens et vous familiariser avec les langages, les cultures sensibles, les manières de penser, de ressentir, d'être en relation les uns avec les autres, parce que vous n'avez pas d'autre moyen, au final, d'avoir une connaissance étendue et en profondeur de ce qui se joue dans ces nombreux mouvements. Et puis finalement, notre objectif, et c'est plutôt une déontologie aussi, c'est d'essayer de ne pas prendre position, essayer de se mettre un peu de côté pour observer l'ensemble et surtout de ne pas essayer de diaboliser ou alors d'angéliser. C'est pas à nous de dire au final ce sont des bons ou des mauvais mouvements. Ça, les politiques s'en chargent d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas l'opinion publique. Et notre but aussi, c'est pas de réifier un phénomène, c'est pas de le réduire, de le transformer en objet en disant, ben voilà, c'est euh, en guillemets, si on se fie au texte fondateur de la tradition que vous suivez, vous êtes obligatoirement en train de faire exactement ce qui doit être fait. Hein, réifier, c'est enfermer ou en tout cas uniformiser, réduire la complexité, la diversité des pratiques, des adhésions ou des manières de se positionner. Moi, j'aime bien dire, hein, que, par exemple, ne pas réifier, c'est, par exemple, penser que tous les personnes qui se réclament du catholicisme suivent les prescriptions du Vatican en matière de contraception. Si c'était le cas, les fabricants de préservatifs seraient certainement au chômage dans certaines parties du monde. C'est pas le cas. Il y a les prescriptions des institutions et il y a ce que font les individus de manière vécue. Et ce qui nous intéresse, c'est cette diversité-là. Comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de ça? C'est ce qu'on appelle notamment l'agnosticisme méthodologique, c'est-à-dire on ne prend pas position, ou en guillemets, on ne croit pas en la croyance des autres, hein, on n'essaye pas de les réduire à ce qu'on aimerait qu'ils soient, mais on permet, en tout cas on est attentif au fait qu'il y a des variations, que dans certaines fois on adhère plus à certains éléments que d'autres. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un peu le cadre général de mon approche et à laquelle j'essaye de euh, euh, me lier dans mes enquêtes. Donc voilà, comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à des sujets aussi passionnants que les agricultures alternatives et notamment la viticulture? Alors en 2015, je pense que vous en rappelez un petit peu, mais il s'est joué un ensemble de micro-événements dans la sphère publique qui ont un peu remis sur le devant de la scène tout un ensemble de mouvements, de cadres de pensée, de dynamiques qui existaient déjà, mais qui leur ont donné une légitimité et surtout une manière d'être audible dans l'espace public. Hein, l'idée principalement que les églises ou les traditions religieuses ne sont pas forcément un frein à l'engagement écologique, au contraire, elles peuvent participer
à l'effort de durabilité, mais aussi que les enjeux écologiques ne sont pas que des enjeux politiques, techniques, économiques, mais qui relèvent aussi d'une dimension que certaines personnes qualifient de spirituelle, qui a trait à comment est-ce que on se représente la relation à l'autre, on se représente le monde, voire où est-ce qu'on décide de mettre une certaine forme de sacralité vis-à-vis de ce qui nous entoure. Donc, si vous vous rappelez, en 2015, dans le monde des églises, il y a eu une mini-révolution, mais qui a eu un impact bien plus loin des églises. On le retrouvait dans les mouvements écologistes. On a notamment le pape François qui publie son encyclique Laudato Si, qui est un peu un des premiers textes catholiques qui donne autant d'importance au discours scientifique et aux questions d'urgence écologique, climatique, et qui va, en guillemets, servir un peu de figure morale, hein, même des personnes pas catholiques qui vont pouvoir dire, le pape a dit, il faut qu'on bouge. Dans la veine, vous vous rappelez aussi, c'est la COP 21 à Paris qui voit l'émergence de tout un ensemble d'acteurs de la société civile, des ONG, des mouvements politiques, des mouvements militants, aussi des acteurs venant des églises ou des mouvements spirituels qui vont commencer à revendiquer des engagements plus forts vis-à-vis des États. Hein, c'est aussi la même année que sort un documentaire que vous avez certainement vu, Demain, qui prend en charge cette idée que la transition écologique ne passera pas forcément par les institutions, par le politique, mais qu'elle doit venir par en bas. Elle doit venir par la société civile, par des associations ou, en guillemets, par des petites initiatives qui petit à petit vont instaurer un changement plus large. C'est le début aussi de tout un ensemble de discours publics qui étaient déjà là, hein. Je veux dire, tout ce dont je vous parle existe déjà depuis les années 70, mais en guillemets, ils sont devenus plus visibles, plus audibles, en guillemets, ils se sont popularisés, comme je vous le disais. C'est aussi le début d'une scène qui est visiblement reconnue comme étant éco-spirituelle ou qui revendique une forme de transition intérieure en francophonie. On pense à des figures comme Pierre Rabhi ou tout un ensemble d'autres auteurs, autrices qui vont prôner l'idée qu'il faut se transformer soi-même, réformer son regard vis-à-vis du monde, sa relation vis-à-vis du sacré, pour ensuite instaurer un changement plus large. Alors c'est un vieux kérigme qu'on retrouve déjà dans les évangiles, mais euh, dans ce contexte-là, l'idée d'une transition intérieure ou, entre guillemets, d'une spiritualité qui soit aussi écologique fait son chemin et s'impose dans les espaces médiatiques. Et puis finalement, 2015, c'est aussi l'année où tout un ensemble de productions culturelles vont être publiées et vont avoir tout un succès, notamment en réenchantant, ou en tout cas en fournissant un nouveau regard, que moi je qualifie de néo-romantique, avec tout un ensemble de valeurs, ou en tout cas de projections sur le vivant. Je pense notamment à des livres comme La vie des arbres de Peter Wohlleben ou le livre de Hans Urcher, Les arbres entre visible et invisible, la bande dessinée de Zep, The End, hein, qui raconte comment les arbres, tout d'un coup, s'organisent entre eux pour organiser une réduction massive de la population humaine. Bref, il y a tout un discours un peu réenchanteur où on va redécouvrir la valeur des biotopes et du vivant dans son ensemble. Et ça, c'est des discours qui vont s'emparer des théâtres, qui vont s'emparer du cinéma, qui va revaloriser notamment les populations autochtones pour les sagesses qu'ils pourraient apporter sur les questions de gestion des environnements. Ça, c'est vraiment un contexte très large. Et puis, évidemment, l'agriculture, c'est un domaine qui n'est pas en reste à suivre cette tendance-là, ou en tout cas à s'y insérer, à les porter, évidemment, parce que les agricultures biologiques sont là depuis une centaine d'années déjà, et on guillemets que on connaît un essor, en tout cas en Suisse, c'est aussi le cas en France ou ailleurs, mais surtout en Suisse, euh, un succès, entre guillemets, des agricultures biologiques, un succès médiatique autour de ce que j'aime bien qualifier d'un état d'esprit bio. Hein, c'est un des termes qu'on m'a qualifié sur le terrain pour me désigner des gens au-delà des labels de certification, en me disant, ah bah, tel collègue, lui, il a un état d'esprit bio, hein, c'est-à-dire il a une manière de travailler, une manière de concevoir sa profession, une éthique professionnelle qui, entre guillemets, correspond à celui d'un respect du vivant, ou en tout cas va dans le sens de transformer les agricultures euh, pour des modèles plus harmonieux, holistiques, équilibrés. Donc voilà, on a des films aussi, hein. Je trouve que c'est intéressant d'aborder la culture aussi par les productions culturelles, hein. Voilà, des films comme Révolution silencieuse, un film suisse sur un agriculteur du village d'où je viens. Donc, je suis très fier de lui, notamment avec une citation de Pierre Rabhi, hein, qui illustre bien un peu cette posture, cette revendication qui émerge de manière plus large en 2015. La vraie révolution est celle qui nous amène
à nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde, une citation de Pierre Rabhi. Et puis, évidemment, en nous intéressant à cet état d'esprit du bio, ben, je me suis rendu compte, et vu que je m'intéresse aux questions religieuses, ça tombait bien, que plus spécifiquement dans les milieux de la viticulture, il y avait euh, un objet qui revenait de plus en plus dans les discours médiatiques, qui était un terme assez peu connu en 2015, mais qui commençait à s'étendre, des articles dans les journaux, etc., qui s'appelait la biodynamie. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à ça à ce moment-là, mais ça m'a intrigué. Et justement, je voyais ces discours de vignerons, de vigneronnes qui devenaient un peu des porteurs, des emblèmes de l'agriculture biodynamique en la matière. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai commencé mon doctorat, et là on est 2017, je me suis dit que ben, le plus simple, c'était d'aller voir les responsables de domaines vitivinicoles, dans 4 régions de Suisse, qui, de manière officielle ou officieuse, hein, sans rechercher aucune forme de certification, euh, s'engageaient plus ou moins dans les lignes de conduite de l'agriculture biodynamique. Je dis plus ou moins parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir les différentes recherche, créativité qui pouvait se mettre en place, hein. C'était un tel qui me disait oui, bah, je fais de la biodynamie, mais je fais aussi autre chose, ou un autre qui me dit ah, mais je suis en train d'expérimenter juste sur une parcelle parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Bref, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de me laisser un peu porter par la rumeur en me disant ben, chaque vigneronne va me recommander d'autres personnes à aller voir, et à partir de là, je vais avoir une sorte de panel assez large, en tout cas représentatif, des différentes postures qu'on peut trouver de vignerons ou de vigneronnes qui s'engagent dans la viticulture biodynamique ou en tout cas dans d'autres formes que j'ai qualifiées de sensibles, holistiques et créatives. Donc, je me suis intéressé sur 4 régions de Suisse. Je vous ai mis une petite carte si vous n'êtes pas familier ou familière avec la Suisse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est des cantons très différents qui ont des histoires viticoles très différentes, qui ont des histoires religieuses aussi très différentes, et qui fait que la réception publique des engagements dans la viticulture biodynamique était aussi très différente. Je vous donne par exemple l'exemple du canton du Valais, ici, qui est une région qui reste encore très catholique, majoritairement catholique, dans laquelle la plupart des vignerons et des vigneronnes ne voulaient pas que je les cite ouvertement pour leurs pratiques en biodynamie, ne recherchaient pas de certification parce qu'ils avaient peur, en guillemets, de perdre des clients ou, en guillemets, d'une forme de stigmate social qui pouvait être appliquée à cette pratique. Alors que quand j'allais dans d'autres régions, comme à Neuchâtel ou dans le canton de Vaud, qui sont des régions mixtes, protestantes et catholiques, habituées aussi à une autre diversité religieuse, je voyais plus d'ouverture à se dire, ah ben, on s'intéresse à lire Rudolf Steiner ou à se revendiquer d'autres appartenances spirituelles, religieuses, etc. Hein, j'ai même un vigneron qui me dit, ben, moi, quand je vais dans les réunions de Déméter, ça me dérange pas beaucoup parce que j'ai l'impression d'être dans une réunion d'une église libre, hein, c'est-à-dire une église évangélique, donc une église qui a refusé la relation avec l'État, hein, pas forcément les églises pentecôtistes américaines très ferventes et dans les louanges, mais voilà, d'autres types d'églises en tout cas, qui associaient ce qu'ils faisaient à une diversité qui est là, de facto, et qui pose peu de problèmes en termes de cohabitation sur un même territoire. Je trouvais intéressant, hein, juste pour vous donner aussi une petite image, c'est qu'en Suisse, c'est un petit pays producteur de vin. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous buvez de temps en temps du vin suisse, peut-être pas, parce qu'on en exporte très peu, hein. Il me semble qu'il y a 1% du vin qui va pour l'export. On consomme quasiment tout en Suisse. On doit importer parce que la production nationale ne couvre pas toute la demande, mais on a à peu près 5000 domaines agricoles en Suisse qui cultivent du raisin. Ça, c'était en 2016. En 2024, je pense que on en a encore moins parce qu'évidemment, les domaines tendent à disparaître. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que je me suis intéressé à un peu cadrer mon objet en me disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier des parcours de vie, mais aussi des engagements. Après coup, j'ai découvert que c'était plutôt à géométrie variable, parce que les engagements pouvaient être extrêmement larges, dans les lignes de conduite de la biodynamie. Donc, pas dans la biodynamie, mais dans les lignes de conduite, dans des prescriptions, dans des pratiques, dans des manières de penser le rôle du praticien, de penser l'engagement spirituel du praticien vis-à-vis de son domaine, par exemple. Hein, comment est-ce qu'à partir d'un ensemble de prescriptions, de textes qui sont donnés soit par
par les textes eux-mêmes, le cours aux agriculteurs, ou alors par les experts qui étaient en charge de former les vignerons et les vigneronnes, comment est-ce que eux-mêmes se les appropriaient pour les appliquer à leur domaine et à leurs pratiques quotidiennes, routinières. Je vous donne aussi juste quelques petits chiffres. Je me suis pas intéressé à les compléter, mais juste aussi pour vous montrer, hein, quand je vous dis qu'il y a un phénomène de popularisation, en guillemets, ça devient de plus en plus légitime, visible, juste de regarder au niveau des certifications en Suisse et de voir comment les certifications croisées, hein, en Suisse, on commence par être certifié en bio par Bio Suisse, puis après, il suffit de faire une année pour aussi avoir la certification d'émetteur. Donc, c'est des certifications qui sont souvent croisées. Des fois, on certifie que auprès d'émetteurs. Bref, c'est des, c'est des techniques, mais juste vous montrer un peu comment est-ce que ça évolue, hein. Le bio, qui, en guillemets, commence à prendre de plus en plus de place sur ces 5000 domaines qui cultivent du raisin, hein, pour arriver à plus ou moins, je vois pas très bien parce que du coup, il y a vos images qui sont là, mais en 2016, il me semble qu'on est autour de 400 domaines. Euh, en tout cas, en 2020, on était à 400 domaines, et puis une montée progressive des domaines vitivinicoles qui sont certifiés par Déméter, qui, en 2020, on était à 61 domaines officiellement certifiés. Donc, pas en compte ceux qui sont reconversion, ou tous ces domaines que je pouvais aussi rencontrer, qui me disaient, ben, on fait de la biodynamie, on s'y intéresse, on expérimente, on touche, mais qui ne cherchent pas forcément de reconnaissance auprès des labels de certification. Donc moi, j'estime plus ou moins aujourd'hui en Suisse des domaines qui pratiquent ou qui s'inscrivent en tout cas dans ce segment-là, à peu près 120 domaines euh, sur les 5000 généraux. Donc voilà, moi j'ai commencé par aller voir ces vignerons et ces vigneronnes avant de lire les textes, avant de m'intéresser directement à ce qui émanait de l'association suisse romande de biodynamie, du MABD et d'autres formateurs en la matière, pour essayer de comprendre non pas ce que c'était concrètement l'agriculture biodynamique, mais essayer de saisir par plein de petites portes d'entrée qu'est-ce que ça peut être, et essayer de comprendre ce mouvement d'appropriation de la biodynamie, mais essayer de comprendre aussi qu'est-ce que c'est que cet objet qui apparaît, en tout cas pour un sociologue et un anthropologue comme moi, comme peu stabilisé, c'est-à-dire qui est constamment en train d'être pris, d'évoluer, de bouger, avec voilà, certains formateurs qui viennent avec des définitions un peu claires et précises, et puis des praticiens, des praticiennes qui ensuite vont s'en emparer et aller chercher d'autres sources pour les combiner les uns avec les autres. Donc ça posait la question de comment un peu circonscrire cet objet. Et il m'a fallu, je pense, beaucoup de temps pour comprendre que mon objet de recherche n'était pas l'agriculture biodynamique, mais que la biodynamie était plutôt une étiquette que se donnaient beaucoup de personnes que je rencontrais pour me dire qu'elles étaient dans une forme de mouvement, de recherche, d'expérimentation pour aller plus loin que ce que leur permettaient les agricultures biologiques, en guillemets, standards, séculières, qui n'ont pas cette dimension cosmologique, spirituelle, ou en tout cas d'engagement de soi euh, dans le mouvement. Donc voilà, je pense que vous êtes évidemment familier et familière avec la biodynamie, je ne vais pas revenir dedans, mais voilà, quand on essaie de le définir, il y a énormément de manières, de portes d'entrée, hein. On peut avoir des portes d'entrée plutôt institutionnelles, en se disant, voilà, c'est des cahiers de certification, c'est des cahiers des charges, c'est des standards et des méthodes de production, euh, ou essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait, hein, une approche par la pratique, une approche plutôt philosophique, une approche d'historien ou des religions, ou d'historiens de la pensée, en se disant, bah voilà, quelles sont les sources qui vont avec ça, ou alors une définition un peu plus généalogique, hein, c'est-à-dire revenir directement à Rudolf Steiner, aux approches goethéennes, et notamment à son développement au sein de la Société anthroposophique universelle. Avec l'approche que moi je poursuivais, je me suis surtout rendu compte que qu'on parle de biodynamie, il faudrait plutôt parler d'un moment biodynamique, notamment si on prend en charge les parcours d'engagement et les parcours de vie. C'est-à-dire que on écoute hein, les récits de praticiens et de praticiennes qui s'engagent dans cette voie-là. La découverte de la biodynamie leur permet de prendre conscience et d'opérer tout un ensemble de liaisons, de décomportementaliser des éléments qui pouvaient cohabiter ensemble, mais qui n'étaient pas réunis à ce moment-là.
hein. Moi, j'aime bien dire que ce moment de la biodynamie, cette découverte, hein, où beaucoup de personnes me disent, ah, bah, ça a transformé ma vie, j'ai pu finalement découvrir qu'il y avait d'autres dimensions. C'était notamment le moment où le privé et le professionnel vont collusionner ensemble et se nourrir mutuellement, hein. C'est notamment le moment où des pratiques, entre guillemets, privées qu'on pouvait faire d'automédication, hein, c'est-à-dire s'intéresser à la naturopathie, s'intéresser à l'homéopathie, s'intéresser à la lithothérapie pour soi-même, pour soigner soi-même et la famille, pouvaient rencontrer des préoccupations professionnelles, agronomiques, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place au sein des agricultures euh, biologiques. Et ce moment biodynamique, en fait, c'est le début de l'aventure, si vous voulez. C'est le moment où on se familiarise avec de nouvelles visions de la nature, par exemple, hein, des visions vitalistes, organicistes, hein, cette idée que la nature est traversée par un ensemble de forces formatrices, de fluides, de principes, hein, appelez ça comme vous voulez, ou que la nature est une sorte de grand organisme holistique, hein, dont nous ne serions qu'une des parties. C'est ce grand moment, hein, dont je vous parlais, où on se rend compte qu'à un moment, euh, les engagements agroécologiques et les intérêts spirituels peuvent cohabiter, voire même former un tout. C'est aussi ce moment où on se permet de quitter, entre guillemets, les prescriptions euh, des centres de recherche agronomique conventionnels pour aller expérimenter avec d'autres registres d'action, d'autres régimes de vérité aussi, euh, où, bah voilà, dès l'instant où on va chercher des alternatives instituées, on va se permettre d'aller voir des formateurs en chamanisme, des formateurs en géobiologie ou des formateurs plus cadrés sur les préparats biodynamiques, sans que ça pose de problème, hein, d'une certaine manière. On permet une sorte d'ouverture de la recherche des ressources pratiques. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que ce moment biodynamique, il cadre aussi avec, en tout cas pour les vignerons et les vigneronnes, à une certaine mise à distance, en tout cas un positionnement qu'ils adoptent de plus en plus vis-à-vis d'institutions cadrantes un peu plus larges, hein. Donc c'est les centres de recherche agronomiques conventionnels, c'est évidemment les églises traditionnelles, hein, où la plupart des gens me disent, mais je suis plus chrétien depuis très longtemps, mais aussi d'une certaine manière avec les institutions anthroposophiques ou les figures tutélaires telles que Rudolf Steiner. Hein, moi, je parle d'une mise à distance respectueuse parce que c'est pas un refus, mais c'est toujours une manière de se positionner euh, un peu en retrait en disant, ben non, moi je suis pas anthroposophe ou je lis Steiner, mais je lis aussi d'autres choses. Enfin, toujours un peu des manières de se positionner un peu à distance, entre guillemets, de pas adhérer, de revendiquer, plutôt une forme de logique de quête, hein. L'idée que on est en recherche personnelle, individuelle, entre guillemets, les conseils, entre guillemets, les prescriptions de singulariser son approche agronomique est tellement bien reprise par ces professionnels de la vigne que ils vont mettre à distance ceux qui leur disent de s'individualiser. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce parcours et dans ce moment biodynamique, moi j'étais très sensible à beaucoup de vignerons et de vigneronnes qui me disaient, ben, la biodynamie pour nous a été une étape. C'est pas l'étape de fin, c'est le début de l'aventure, comme je vous disais, et c'est ce moment où on va essayer d'aller plus loin, hein, où on se dit, ben voilà, on faisait du bio, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y avait après le bio? La biodynamie, et puis après, qu'est-ce qu'il y a après la biodynamie? On ne sait pas. On est en train d'expérimenter. Je trouvais intéressant, hein, ces revendications des praticiens et des praticiennes elles-mêmes de s'engager dans ces approches, en tout cas, ils et elles estimaient être plus holistiques, surtout plus sensibles et créatives de la vigne et de leur métier, et surtout d'expérimentation qu'ils pouvaient faire vis-à-vis de comment est-ce que on vinifie un vin, comment est-ce qu'on le déguste, comment est-ce qu'on taille la vigne, comment est-ce qu'on organise le vignoble, comment est-ce qu'on fait revenir l'animal de don, comment est-ce qu'on repense aussi l'économie viticole, hein, comment est-ce que tout d'un coup on refuse peut-être certaines certifications pour revenir à des rapports de proximité, de vente des petites productions. Ça, c'est ce que permet la Suisse, hein. On a des petits hectares, donc c'est pas des productions énormes, mais entre guillemets, s'engager dans des voies, des manières de faire plutôt alternatives. Voilà. Je vous donne un peu quelques exemples, hein, de ces mises à distance. Je les trouve intéressantes parce elles sont subtiles, elles sont très respectueuses, hein. Parmi les 40 vignerons ou vigneronnes que j'ai rencontrés, j'ai qu'un seul vigneron qui m'a dit oui, j'appartiens à la Société anthroposophique universelle. C'était du reste le plus critique des écrits de Rudolf Steiner selon lui.
J'étais surtout un des seuls qui l'avait lu, pas uniquement sur le cours aux agriculteurs, mais sur d'autres éléments. Euh, et je trouvais vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on se positionne, toujours avec des sortes de nouvelles formes de relationnalité, hein. On me parlait toujours, moi je suis pas un extrémiste, ou je suis pas un ayatollah de la biodynamie, ou je suis pas un steinérien radical, et on me disait toujours qu'on n'était pas une sorte de figure de l'excès, mais au final, c'était surtout pour éviter des formes de stigmatisation, mais surtout pour dire que leur engagement, leur pas de côté dans la biodynamie, est distingué de leurs voisins en conventionnel. Hein, d'un certain côté, on me disait toujours, je suis plus spirituel que mes voisins en conventionnel, mais je suis moins spirituel que ce que j'identifie comme des formes d'excès que j'ai jamais pu rencontrer sur le terrain. On n'a jamais pu me désigner. Il y a peut-être un ou deux vignerons, on m'a dit, bah, peut-être lui, il va un peu trop loin, mais toujours avec une forme de, un peu de respect en disant, bah, au moins, il a osé aller aussi loin, même si moi, je pourrais pas aller parce que je dois négocier, parce que j'ai des employés, parce que j'ai des enfants qui vont à l'université, parce que je peux pas me permettre de perdre ma récolte. En tout cas, dans tous les cas, je trouvais intéressant de voir un peu ces petites phrases qui marquent ces positionnements un peu relationnels dans les vignobles. Surtout, hein, si on le rappelle, c'est que les vignerons et les vigneronnes, c'est pas forcément les personnes qui étaient invitées de prime abord à la fête de la biodynamie, hein, déjà parce que la plupart font de la monoculture, aussi parce que ben, ils cultivent de l'alcool, on n'est pas forcément dans des logiques de tempérance, hein, plutôt dans des formes un peu plus bachiques de rapport au monde, on va dire, quand on est vigneron ou vigneronne. Quoique, hein, j'en ai rencontré qui crachaient et buvaient pas forcément d'alcool. Enfin, bon. Mais voilà, juste un peu pour vous montrer comment ça peut s'exprimer sur le terrain, hein, c'est des petites formulations mais qui sont intéressantes pour montrer ces positionnements et cette distanciation vis-à-vis des institutions et des figures tutélaires. Par exemple, un vigneron vaudois qui m'expliquait, on veut faire des vins qui sont plus minéraux. On veut sauver un cépage qui s'appelle le chasselas, qui est plutôt tendre. On veut lui redonner de l'acidité. On veut lui redonner de la minéralité. On veut lui redonner de la classe. On a fait de la biodynamie, mais la biodynamie n'est qu'un moyen parmi d'autres. Hein, ça, c'est par exemple une des postures que j'ai trouvées assez fréquemment, de dire, ben voilà, la biodynamie, c'est une technique, c'est une méthode que l'on s'approprie parce que on se rend compte que ça fonctionne pour nos vins, ça rend nos vins plus expressifs, plus authentiques, ça permet de soigner nos terroirs et, entre guillemets, ça nous convient, mais on ne va pas chercher à découvrir ou à aller plus loin dans les fondements philosophiques, cosmologiques qui vont derrière. Et c'est une technique parmi d'autres. Ils expérimentent avec ce qu'ils trouvent. Voilà. Une autre approche, hein, que je trouve aussi intéressante, c'est de montrer qu'il n'y a pas une spécificité purement ou trop centrée derrière cette démarche biodynamique. Ils essaient plutôt de l'ouvrir, hein, notamment un autre vigneron qui me disait, ben, le plus grand aspect pour moi, c'est le travail du sol. Comment tu travailles écologie, mais aussi autour. Comment tu travailles avec les collaborateurs, comment tu travailles avec les fournisseurs. C'est pas un esprit Steiner, c'est un esprit humain, je pense, hein, qui est un peu une tentative de sortir cette connotation de biodynamie égale forcément Steiner, mais plutôt de dire que la biodynamie est une éthique de travail qu'on s'approprie, une éthique distinctive par rapport à ceux qui travaillent mal les sols, à ceux qui travaillent mal avec les collaborateurs, avec leurs fournisseurs. Voilà, toujours une manière dans ce champ de la viticulture, à mon avis, de se positionner vis-à-vis des voisins en conventionnel avec lesquels on a parfois des relations assez conflictuelles. Voilà. Peut-être pour vous expliquer un peu mieux ce que j'entends par ce moment biodynamique, ou en tout cas par ce moment où la biodynamie est une étape. Certaines personnes s'arrêtent à cette étape-là, d'autres vont un peu plus loin. Je trouve intéressant de peut-être vous nous arrêter sur le deuxième vigneron que j'ai rencontré dans ma démarche d'anthropologue de terrain. Donc on est dans un des cantons suisses. Peut-être qu'il y a des Suisses, donc je ne vais pas donner trop d'informations pour garder l'anonymat de cette personne, mais qui a un domaine d'environ 20 hectares, ce qui en Suisse est considéré comme un grand domaine. Son parcours, il est assez intéressant parce que c'est pas un héritier. C'est pas un héritier, il vient pas d'une famille vigneronne, on lui a pas donné un domaine qu'il a dû reprendre avec le poids de l'héritage, du patrimoine et tout ce qui va avec. Euh, et euh, cet interlocuteur, hein, qui est à peu près à la soixantaine quand je le rencontre, me raconte qu'il débute en 1980 par une formation d'ingénieur œnologue dans une des grandes écoles d'œnologie de Suisse romande.
et que très vite, il va être engagé par des caves coopératives pour gérer la vinification et tout ce qui va avec. Petit à petit, il va acquérir des parcelles à coup de 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là, et se mettre à son compte à la fin des années 80, en devenant ce qui était à l'époque un peu l'avant-garde de l'écologisation des vignobles, en tout cas étatique, ce qu'on appelle la production intégrée, hein, ce qui équivaut un peu à la lutte raisonnée en France, mais qui est un programme soutenu par la Confédération suisse qui met en place ce qu'on appelle des paiements directs, c'est-à-dire des subsides pour des prestations écologiques mises en place et qui préconise une utilisation euh, à titre curatif et non préventif des intrants de synthèse. Donc il va s'engager, il va être une des grandes figures promotrices de cette approche dans son canton qui s'était pas encore mise à ces approches-là. Et à la fin des années 90, il va opérer une première reconversion dans l'agriculture biologique standard. C'est au début des années 2000 que il va s'intéresser et qu'il va y avoir un peu un doux mouvement dans sa vie. Premièrement, un intérêt pour qu'on peut qualifier de spiritualité contemporaine. Donc, il va intégrer une loge franc-maçonne. Il va commencer à lire des textes d'auteurs qu'on qualifie généralement d'ésotériques. Euh, il va lire tout un ensemble de textes. Il va me parler notamment du pendule de Foucault, hein, ce texte de Umberto Eco qui raconte un peu les scènes du 19e siècle et 20e siècle ésotérique en Italie et en Allemagne. Il va s'intéresser à la géobiologie, donc il va aller chercher des vortex et des nœuds énergétiques sur ces domaines. Et au même moment, un de ses confrères va lui donner le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, ce qui va lui faire dire que d'une manière ou d'une autre, ce qu'il est en train de vivre d'un côté sur son plan privé, hein, le spirituel est quelque chose qui est privé pour lui, qui ne le concerne que lui, peut petit à petit passer dans ses pratiques professionnelles. Donc, il va voyager de domaine en domaine, se former par-ci par-là, notamment avec Nicolas Joly, et revenir dans sa région pour faire de la biodynamie sans forcément revendiquer une certification. Et au moment de mon entretien, lui-même me dit, ben voilà, je suis au-delà de la biodynamie, en tout cas au-delà du cahier des charges de Déméter, parce que certaines des pratiques que je mets en place ne sont pas reconnues, et dès lors, je ne peux pas certifier. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? C'est pas à moi de le dire. Ce que je trouve intéressant, c'est cette position de se dire, je suis au-delà. Et je ne sais pas ce que ça veut dire au-delà, mais là, c'est une manière dont les vignerons et les vigneronnes ont de se qualifier dans cette démarche de dire, ben voilà, c'est une étape parmi une autre. Et peut-être ce qui est intéressant avec ce vigneron, c'est à travers les rencontres que j'ai pu avoir avec lui, c'est de me rendre compte que ce moment biodynamique, cette découverte-là, ce moment de collusion de vie privée et vie professionnelle, est le début de ce qu'on appelle en sciences sociales des religions un parcours de butinage. Hein, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que les individus, en matière d'identité, de pratiques religieuses, ont des pratiques de butinage, donc ils vont aller chercher des ressources un peu à droite, à gauche, euh, alors, en Occident, pas forcément, mais c'est un concept qu'on a créé notamment pour le contexte du Kenya et notamment de Nairobi. On s'est rendu compte que des gens pouvaient sans problème aller dimanche dans une église catholique, euh, le lundi dans une église évangélique, le mardi aller faire quelques rituels magiques et puis revenir le mercredi pour aller voir les méthodistes. Donc voilà, on guillemets qu'il n'y avait pas de souci de circuler et d'aller un peu à droite à gauche collecter tout un ensemble de ressources pratiques qui, ont guillemets, sont éprouvées sur le terrain et doivent leur convenir. Là, hein, si j'essaie un peu de lister ce que fait ce vigneron, hein, il s'intéresse évidemment à tout un ensemble de traditions ésotériques, euh, notamment à la franc-maçonnerie, s'intéresse à la géobiologie, à la géométrie sacrée. Il me raconte notamment utiliser des cristaux lors de sa vinification pour calmer ces cuves en pleine fermentation qui ressent comme étant stressées. Il va mettre en place aussi tout un ensemble de pratiques de naturopathie, de musicothérapie, hein. Il se rend compte, en tout cas il m'explique, que le jazz est une bonne musique pour calmer ces cuves qui ressent comme étant stressées dans ce moment de transformation. Il va ritualiser tout un ensemble de pratiques, hein. Il va m'expliquer que les mercredis, jour de Mars, me précise-t-il, il va méditer dans ses vignes pour essayer de ressentir comment est-ce qu'elles vont. Est-ce qu'elles péclotent, comme il me dit, hein. Est-ce qu'elles sont en stress hydrique ou est-ce qu'elles ont des attaques de parasites? Voire même, il va me raconter des récits
qui sont assez proches de récits de sorcellerie qu'on trouve dans les textes d'ethnologie, c'est-à-dire de parcelles qui ont des problèmes de propriété et de propriétaires qui ne poussent plus, et il faut faire des rituels pour qu'elles puissent redécouvrir à qui elles appartiennent et dès lors pousser comme il se faut. C'est des récits qu'on retrouve assez fréquemment dans les milieux ruraux, et je trouve intéressant vraiment de montrer la diversité des répertoires d'actions qu'il mobilise pour mener à bien son activité, en plus de ses connaissances œnologiques, agronomiques standards. Hein, on n'est pas en train d'opposer les savoirs, on est plutôt dans des formes cumulatives, circulatoires d'expérimentation de ces différents savoirs. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un sur 40 vignerons que j'ai pu rencontrer. Maintenant, à l'échelle de l'ensemble des vignerons et des vigneronnes que j'ai rencontrés, c'est là où j'ai commencé à penser que la biodynamie était surtout une étiquette que des vignerons et des vigneronnes pouvaient se donner, des certifications auxquelles ils répondent très volontiers, mais qui est surtout un peu ce début d'ouverture et surtout début de recherche, de compréhension et de collusion de vie privée et vie professionnelle, notamment de cette idée que ce qu'on utilise pour se soigner soi-même, ce qu'on utilise pour le privé, peut très bien être appliqué pour soigner des vignes dont la pratique professionnelle, et que dès lors, ces engagements aussi et ces découvertes d'un côté de pratiques d'automédication pouvaient retomber sur la pratique professionnelle et sous cette étiquette très générale de la biodynamie et des pratiques qui peuvent s'ajouter évidemment aux préparats et autres cahiers des charges. Donc voilà, hein, si je regarde, là encore, je me suis amusé à lister vraiment ce que j'ai pu trouver, hein, mais des formes de musicothérapie, de naturopathie, de vignerons euh, qui pratiquaient des formes de réflexiologie avec leurs plantes pour essayer d'avoir de l'information sur leur état de santé, de radiesthésie, travailler avec des pendules, l'idée aussi de déplacer les cuves en fonction d'énergie qui traverse la cave, voire même de vignerons et de vigneronnes qui me disent avoir dépassé certains états et élaborer ce qu'ils qualifient d'élixir, hein, c'est-à-dire d'eau chargée d'intention, ou alors de faire des pactes éthériques avec le mildiou, avec l'odium, avec les limaces, avec différents nuisibles, pour délimiter des territoires et, en guillemets, faire des alliances pour mener à bien l'activité qui va avec. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on est dans un ensemble de pratiques d'automédication, mais euh, si on regarde aussi les autres tendances du champ religieux, ben, j'ai aussi pu constater qu'il y avait toute une fascination, beaucoup de vigneronnes, de femmes, pour des pratiques plutôt inspirées de pratiques chamaniques, amazoniennes, c'est-à-dire aller chercher des quêtes de vision, entrer en transe dans les vignes pour essayer de communiquer avec l'esprit de la vigne, ou alors tout un ensemble de pratiques inspirées d'un imaginaire, de néo-sorcellerie, de méditation orientale. Bref, tout le panel, entre guillemets, des spiritualités alternatives qu'on retrouve en Suisse se retrouvait aussi dans cette population de vignerons et de vigneronnes. Ce que je trouve aussi intéressant, hein, c'est plutôt mes collègues qui travaillent avec des approches quantitatives, statistiques, c'est qu'on estime qu'en Suisse, on a à peu près un tiers de la population qui, de près ou de loin, sont impliqués dans des formes alternatives de spiritualité et d'automédication. Donc ça peut aller de la naturopathie jusqu'à la communication avec les anges, le channeling. On voit que c'est extrêmement large ce qu'on entend par ça, mais en guillemets, c'est pas étonnant que vignerons et vigneronnes qui participent de cette population générale, de ce un tiers, appliquent ces pratiques d'automédication qu'ils acquièrent d'un côté ou d'un autre, dont leur parcours professionnel à travers ce moment biodynamique. Donc maintenant, à partir de là, je me suis aussi intéressé à me dire, mais ok, qu'est-ce qui fait que certains vignerons et vigneronnes vont plutôt avoir tendance à s'engager dans des pratiques extrêmement diverses de spiritualité, et comment ça se fait que certains vignerons et vigneronnes vont plutôt mettre de plus en plus de distance vis-à-vis de ces pratiques spirituelles, vont plutôt essayer de se garder, de dire, mais écoutez, on fait pas de la magie, on fait pas que regarder les étoiles, on a aussi tout un ensemble de savoir-faire, ou on guillemets de marquer, hein, parce que évidemment, la viticulture biodynamique, on guillemets, ces réseaux de biodynamistes dans la viticulture, font des alliances, se reconnaissent entre eux, mais il y a également des tensions, il y a également des animosités qui se constituent, des différences. Et je suis un peu venu à créer un peu deux profils
de vignerons et de vigneronnes que j'ai pu rencontrés sur le terrain et qui ont des tendances d'engagement, en tout cas des formes d'engagement qui sont extrêmement différenciées, qui ont des morphologies de domaines assez différenciés, qui ont des parcours de vie aussi qui peuvent être différenciés. Donc d'un côté, j'ai défini plutôt une catégorie de vignerons et de vigneronnes établis. Ça, c'est plutôt des domaines que j'ai pu rencontrer qui font partie un peu des pionniers de la viticulture biodynamique en Suisse, qui ont une certaine réputation, qui sont généralement des domaines plutôt grands, une vingtaine d'hectares avec des employés, qui fournissent des grands restaurants, qui gagnent assez souvent des reconnaissances au par cœur, notamment, euh, et qui, d'une certaine manière, vont avoir une tendance à séculariser leurs engagements dans la viticulture biodynamique. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre les techniques, ils vont reprendre les différentes pratiques distinctives, hein, comme les préparats et autres tisanes, mais vont enlever toute la dimension cosmologique et les revendications de spiritualité, d'intériorité. Hein, en guillemets, ils vont opérationnaliser la biodynamie comme autre chose qu'ils peuvent faire sont, entre guillemets, aussi attestés d'une démarche un peu transformationnelle pour eux-mêmes. Alors, c'est un idéal type, hein, c'est-à-dire que c'est des idéaux qui sont en tension vis-à-vis d'autres. Hein, il faut plutôt les pondérer quand on est sur le terrain, mais c'est, entre guillemets, une des tendances que j'ai pu voir aujourd'hui, en tout cas au sein de ma viticulture, c'est une tendance à décosmologiser et à la rendre, entre guillemets, pratique. Hein, c'est-à-dire, on fait de la biodynamie parce que, entre guillemets, on se rend compte qu'il y a des résultats sur notre raisin et ça nous convient, on va pas chercher plus, on va plutôt essayer de ramener ça dans le champ de l'agronomie sans l'ouvrir à d'autres dimensions spirituelles, holistiques, cosmologiques. Et puis de l'autre côté, j'avais d'autres profils de vignerons et de vigneronnes que j'ai plutôt qualifiés de la rupture, ou alors là on est sur des plus petits domaines, des domaines entre 2 et 4 hectares, donc là on est sur des domaines familiaux, il n'y a pas d'employés, c'est généralement les enfants, le père, la mère, on dit mais tout le monde est impliqué dans l'économie viticole, et l'engagement dans la viticulture biodynamique suit généralement des moments de rupture, des moments de divorce, des moments de maladie, des moments de burn-out, des moments de crise de sens, voire même des épisodes d'alcoolisme incontrôlés. Et la biodynamie s'inscrit dans tout ce chemin transformationnel de découverte d'une dimension qualifiée de spirituelle de l'existence. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vignerons et ces vigneronnes-là, ils vont plutôt réinvestir la biodynamie avec les langages contemporains de la spiritualité et vont surtout recosmologiser en amenant d'autres éléments, notamment des pratiques d'inspiration animiste, chamanique, dans ce qui peut leur être enseigné, voire même à essayer de discuter entre deux, voilà, comment penser que le quartz qu'on utilise dans les préparats a aussi une âme à sa manière, comme pourraient l'avoir certains animaux dans la forêt amazonienne. Donc voilà, je trouvais intéressant, entre guillemets, d'amener cette diversité du champ religieux aujourd'hui, en tout cas du champ des spiritualités contemporaines, dans la pratique de la biodynamie et, entre guillemets, de complexifier ce qui peut être enseigné par les praticiens, les praticiennes, les formateurs, les formatrices, les associations, entre guillemets, toutes ces structures institutionnelles ou semi-institutionnelles qui prennent en charge, entre guillemets, de faire tenir la biodynamie dans ces cahiers des charges, mais aussi comme une agriculture distinctive dont on continue de parler aujourd'hui. Voilà. Donc j'arrive gentiment au terme un peu de cette présentation assez large. Il y a énormément d'éléments hein, que je pourrais encore ressortir et je pense qu'on pourra les aborder au moment de la question. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant d'un point de vue en guillemets d'anthropologue et que j'aime bien un peu ressortir, c'est que ce moment biodynamique, en tout cas cet engagement vers de nouvelles formes sensibles, holistiques et créatives de la viticulture, convoque un nouvel imaginaire de la nature et surtout un nouvel imaginaire, une nouvelle revendication de la nature que j'aime bien qualifier de contre-culturelle. Hein, c'est-à-dire dans les approches un peu modernes, typiques, on va opposer qu'il y a d'un côté la nature et la culture, et dans ces nouveaux engagements qui se mettent en place avec la viticulture biodynamique, on trouve un peu les mêmes logiques dans la permaculture, dans les tendances de vin nature, etc. Il y a l'idée que, en guillemets, ce que l'on fait est toujours plus naturel qu'on fasse. On peut s'opposer à des formes de plus en plus artificielles de faire du vin. Hein. En guillemets, le vin est toujours plus naturel dès l'instant où on enlève de plus en plus d'intrants et à la vigne et à la cave,
il y a de plus en plus de classeurs pour fabriquer des vins tout calibrés avec des designers, des winemakers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle sur le terrain. Le fait qu'on utilise le terme en anglais marque aussi une forme de dédain qu'on peut leur dire, mais entre guillemets que cette nature contre-culturelle euh, vient comme un motif dans nos sociétés pour revendiquer de nouveaux modes de vie, mais aussi se positionner vis-à-vis d'autres industries ou d'autres manières de faire. Encore une fois, on est toujours plus naturel ou toujours plus spirituel que ses voisins conventionnels, mais peut-être pas autant naturel ou pas autant spirituel que d'autres formes qui sont allées plus loin dans le parcours de quête et d'initiation. Ce que je trouve également intéressant, hein, c'est dans ces nouvelles revendications qui émergent à travers, et en tout cas en partie, la viticulture biodynamique, en tout cas pour ces praticiens et ces praticiennes, c'est aussi une revendication et un déplacement de l'activité. Beaucoup de vignerons et de vigneronnes disent, ben, on n'est plus forcément une industrie, on n'est plus forcément centré sur du productif, mais ce que l'on fait est une forme d'artisanat, ou une pratique artistique, vocationnelle, voire sacrificielle qui va avec. Et je trouve notamment intéressant hein, cette communication de Déméter qui reprend un peu cette idée en disant, ben, ici, chaque grappe de raisin est une œuvre d'art, et aussi un peu cette manière de convoquer cette nature contre-culturelle, mais aussi cette nouvelle posture d'artisan que revendiquent vignerons et vigneronnes qui s'engagent dans cette voie-là, euh, et qui, d'une certaine manière, revendiquent aussi leur propre expertise, leur propre sensibilité, leur rapport au sens qu'ils vont développer, et surtout une certaine légitimité qu'ils ont à faire leurs pratiques, leurs engagements dans leur manière de produire du vin. Entre guillemets, hein, vignerons et vigneronnes, souvent me disent, ben voilà, je suis pas un expert en botanique, je suis pas un expert en oenologie, je suis pas un expert en entomologie, hein, je suis pas un scientifique ou un prescripteur, un intellectuel qui dit souvent plus que ce qu'il fait. Par contre, quand il s'agit de connaître comment réagissent mes vignes, où passent les cours d'eau dans mes vignobles, quels sont les courants d'air qui traversent, alors ça, pour ça, je suis l'expert et je sais exactement qu'est-ce que je dois faire. Hein, vraiment, ce re-rapport à la matérialité, au toucher, qui est caractéristique de leurs nouvelles approches artistiques. Et puis, si je devais aussi résumer hein, cette dimension un peu contre-culturelle, qui entre guillemets, va au-delà des oppositions qu'on pouvait voir, c'était de se rendre compte vraiment de la pluralité hein, des inspirations qui aujourd'hui animent vignerons et vigneronnes dans leurs engagements. Alors, c'est pas toujours facile de parler de ces approches-là avec les vignerons et les vigneronnes. Il y a souvent beaucoup de stigmates. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en allant sur le terrain, en montrant que j'étais assez réceptif, que je connaissais les codes, que je pouvais savoir à quoi est-ce qu'ils faisaient référence quand ils utilisaient tel terme ou tel terme, euh, petit à petit, ils pouvaient raconter assez ouvertement leurs pratiques ou, en guillemets, leurs sources d'inspiration. Hein. Je pense à un vigneron qui a fait installer des menhirs autour de ses vignobles parce que ça lui rappelait, en guillemets, tout un imaginaire du paganisme, de ce que faisaient les anciens, selon lui, d'une certaine manière, ou, en guillemets, de tout ce qui peut les inspirer et qui sont, en guillemets, si vous voulez, ces courants de pensée, ces courants de sensibilité qui traversent nos sociétés occidentales en matière de pensée écologique. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à penser de manière plus large des écosystèmes qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former euh, des ensembles plus relevants? Comment est-ce qu'on pense la complexité, ne fût-ce des interactions écosystémiques qui se jouent sur un vignoble, entre les racines, le mycorhize, la faune, la flore, la philosophie du vigneron, les levures, enfin bref, tout ce qui se met en place pour que, au final, le vin que l'on trouve dans son verre puisse avoir le goût aussi singulier qu'il puisse savoir. Et puis finalement, hein, c'est aussi dans ces logiques-là que voilà, ces nouvelles formes créatives, holistiques, sensibles sont aussi intéressantes parce qu'elles s'insèrent dans ce que j'ai pu qualifier avec mes collègues d'éco-spiritualité subtile, et ce qui est peut-être un nouveau régime, il faut noter, qui apparaît, en tout cas qui devient de plus en plus audible à partir de 2015, c'est que les revendications de spiritualité, les revendications de sensorialité euh, sont souvent thématisées non pas comme étant totales. Hein, le but, c'est pas la spiritualité pour la spiritualité, on a pu le trouver dans certains mouvements des années 60 où on s'enfermait dans un ashram et on passait ses journées à méditer pour se développer, mais la spiritualité s'intègre comme une des composantes d'un mode de vie alternatif et surtout fonctionne, s'intègre avec tout un ensemble de connaissances scientifiques séculières en arrière-fond.
On n'est plus en train d'opposer spiritualité et savoir scientifique, mais au contraire, il y a de nouveaux alliages, de nouvelles manières, entre guillemets, de penser le spirituel aussi avec les nouvelles connaissances scientifiques. Et dans cette manière, entre guillemets, d'intégrer ces nouvelles créativités, ces nouveaux savoirs, des savoirs extrêmement protéiformes, il y a peut-être aussi un double mouvement qui a relevé, hein. D'un côté, un mouvement d'individualisation des ressources agronomiques, c'est-à-dire les praticiens et les praticiennes deviennent les acteurs et les actrices de leur propre recherche d'alternatives. Et de l'autre côté, ben, ça dénote aussi d'une situation où on a une pluralisation des sources d'autorité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes, de formateurs, de techniques, d'approches qui sont disponibles aux praticiens pour leur dire qu'est-ce que une pratique juste ou applicable pour eux de faire agriculture euh, aujourd'hui. Voilà. Donc j'arrive un peu au terme de ce parcours et je voulais un peu vous soumettre une réflexion, et mais on pourra en discuter, c'est que ce que j'ai pu observer dans les vignobles suisses euh, me semble être peut-être une extension qui tend à se séculariser et à s'autonomiser euh, de son héritage anthroposophique. Qu'on parle de la biodynamie, hein, c'est-à-dire cette mise à distance que revendiquent les vignerons, voire certains vignerons qui revendiquent de faire de la biodynamie sans l'anthroposophie ou sans la dimension cosmologique, philosophique qui va avec, et une manière, en guillemets, d'en faire autre chose, de l'autonomiser. Hein, c'est tout un ensemble de tensions qu'on peut voir aussi autour des labels de certification ou de revendications de vignerons qui veulent entre guillemets, autonomiser aussi ces certifications-là, et qui sont des fois des sources de tension et de conflits hein, autour de qui possède la biodynamie aujourd'hui, près de 100 ans après sa première énonciation par Rudolf Steiner en 1924. Et peut-être que vous m'excuserez le côté un peu trivial de la comparaison, mais on peut s'interroger si, entre guillemets, la trajectoire sociale hein, de cet objet non stabilisé, en mouvement, et l'agriculture biodynamique aujourd'hui, n'est pas similaire à d'autres objets que l'on retrouve dans nos sociétés, dans nos cultures populaires, dans nos cultures sportives ou autres, qui eux-mêmes ont connu ce mouvement de popularisation. Hein, on peut penser notamment au yoga, à la méditation, voilà, qui commence par une certaine fascination euh, d'explorateurs au XVIIIe, XIXe siècle qui vont amener ces pratiques en Occident, justement avec toute une dimension philosophique, cosmologique. On va lire les Védas, on va lire les textes en sanskrit, et aujourd'hui, avec un peu la reprise de ces différentes pratiques, de ces techniques, où on va enlever la dimension cosmologique, on va enlever la connotation euh, entre guillemets, les références à l'Inde, on va plus parler de prana, on va plus, entre guillemets, faire de petites prières, on va même changer le nom des positions de yoga pour des objectifs de bien-être ou d'autres objectifs plus ludiques. Hein, c'est un exemple que j'aime bien donner à mes étudiants, mais voilà, dans cette trajectoire d'un objet tel que le yoga, certaines personnes ont inventé le beer yoga, hein, qui arrive à combiner l'afterwork et le sport fitness dans une pratique où on fait des positions de yoga et en même temps on boit une bière. Alors, je dis pas que c'est ça ce qui arrive avec la biodynamie, mais je pense que c'est intéressant hein, dans ces trajectoires de popularisation de tout un ensemble d'objets, dont la biodynamie, mais bon, le yoga ou d'autres, d'essayer de réfléchir, en guillemets, à qu'est-ce qui est en train d'advenir et qu'est-ce qui est aussi en train de se jouer entre ceux qui sont les propriétaires ou qui se réclament propriétaires de la biodynamie et qu'est-ce qui est en train de se jouer vis-à-vis des personnes qui se les réapproprient, qui les modifient, qui rajoutent de nombreux éléments qui vont dans tout ça. Et d'un certain côté, je pense pas que c'est antinomique aussi de ce qu'a pu être ou de ce qu'est aussi aujourd'hui l'anthroposophie dans sa diversité, hein, c'est-à-dire si on reprend notamment des analyses de chercheurs comme l'historien Dan McCannon, qui relève hein, au final que dans son histoire, le mouvement anthroposophique a souvent été composé de mouvements d'ouverture, entre guillemets, ce qui a été développé, théorisé s'est déployé dans les cultures populaires, hein, ce qui a donné lieu au New Age dans les années 60, des moments de fermeture, où on, guillemets, on se réapproprie tout un ensemble de références et de référentiels distinctifs, et puis de réouverture. Donc voilà, on est peut-être aussi dans ces différentes dynamiques. En tout cas, je pense que ça mérite la réflexion et de plus ample enquête en la matière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, presque 100 ans, euh, autour de l'agriculture biodynamique. En tout cas, je vous remercie de votre attention et c'est un plaisir de passer cette heure avec vous.
je me permets un petit moment de pub. Si les questions dont je vous ai parlé vous intéressent, hein, de spiritualisation de l'écologie, hein, vous voyez que c'est vraiment une partie de mon travail doctoral, il est un peu plus large. Deux références qui sont disponibles en open access. Un livre qu'on vient de sortir avec mes collègues, qui s'appelle Les éco-spiritualités contemporaines, un changement culturel en Suisse, voilà, qui fait tout le parcours des églises jusqu'à la viticulture et à ce qui se joue dans les théâtres. Et puis, un autre livre, mais qui est aussi un podcast, que vous pouvez aussi trouver en open access ou que vous pouvez commander en librairie, qui s'appelle Arborescence, lieu, acteur et actrice de la sensibilité écologique en Suisse, notamment un podcast de 3 épisodes où vous pouvez écouter qui aujourd'hui fait l'éco-spiritualité en Suisse, autant des politiciennes, des vignerons, évidemment, des comédiens, des professeurs d'université, des formateurs en géobiologie, bref, toute une panel de diversité de voix qui, d'une manière ou d'une autre, revendiquent spiritualité, écologie et engagement de soi.